Bonjour à tous, Christophe Barthélémy, merci Marc pour cette introduction. Christophe Barthélémy, je suis le créateur de Ponant Technologies. Ponant Technologies est un bureau d'études spécialisé en informatique industrielle et en informatique embarquée. Et nous développons effectivement depuis la création, depuis 6 ans, des solutions de test, notamment le robot dont Thomas va vous faire la présentation. Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Thomas Leguel. Moi je suis responsable produit autour des outils de test, dont le robot eTaskMotion. Et donc on vous présentera ça au travers des slides, puis après au travers d'une démo live, vous pourrez voir le robot en direct. Alors, je voudrais juste avoir une petite confirmation, si c'est possible, du fait que vous nous entendiez bien, parce que là, j'ai un doute. Je vois des grands gestes autour de moi. C'est sur la vidéo que vous... Ah, bon, ok, parfait. Bon, mais écoutez, Marc, est-ce que vous voulez rajouter un mot ou je commence directement par ma présentation? On va commencer avec ma partie sur Taverne. Allez-y. Merci beaucoup Marc pour cette introduction. Donc je vais commencer à faire une petite présentation, je dirais un peu générale du test et du test de boîte noire en particulier. Donc on va regarder ça en détail. Je ne sais pas si vous avez les slides. Moi je n'ai pas de retour, donc ça c'est bon. Effectivement vous avez les slides. On va parler effectivement dans un premier temps du test et puis dans un second temps, Thomas Legal, ici présent, qui est le responsable produit pour notre offre eTask, vous fera une démonstration et puis après on sera à votre disposition si vous avez des questions à poser. Voilà, donc premier slide, comme je disais tout à l'heure, en fait le test c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, qui couvre tout le cycle de développement d'un produit. Aujourd'hui, on a pris le parti plutôt de se positionner sur du test boîte noire, sur du test fonctionnel et du test de régression, plutôt que sur les tests aujourd'hui très connus, du test électronique, du test unitaire et du test d'intégration, en sachant que l'automatisation, bien sûr, ou la simulation, voire même la robotisation, peut avoir son rôle dans les tests couvrant le cycle de développement d'un produit. Alors, ce que vous voyez en bas à droite de ce slide n'est pas très, je dirais, favorable. En fait, on a un vocabulaire autour du test qui, bien souvent, est un petit peu négatif. Le test fonctionnel, le test de boîte noire arrive en général à la fin d'un développement produit, ce qui veut dire que c'est un centre de coût. C'est souvent, on va considérer que c'est le point qui va mettre en retard le développement du produit. C'est cher et puis souvent c'est répétitif, c'est difficile, ça peut être rébarbatif et souvent c'est considéré un petit peu comme un mal nécessaire et c'est problématique. On a tous rêvé d'avoir des outils de test qui nous permettent d'avoir de la simplicité, de la rapidité, de la fiabilité et de la rentabilité. Donc aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits depuis de longues années autour de ces points-là. Notamment, on s'est séquencé, on s'est simulé et on s'est robotisé les tests. Donc, je vais détailler un petit peu ce que l'on entend par séquencer, simuler et robotiser. Alors, dans un premier temps, séquencer, c'est rendre en fait répétable et systématique le test, de manière à être sûr que les séquences de test soient toujours répétées dans une même direction, que ce soit par un opérateur ou par un autre opérateur. On va essayer d'automatiser tout ceci. C'est ce qu'on appelle séquencer les tests. Donc, il y a des outils qui permettent effectivement de séquencer, de définir des scripts de test et de les exécuter. Dans un second temps, on peut aussi parler de simuler. L'idée de la simulation, c'est de reproduire en fait l'environnement d'exploitation du produit en le mettant dans un contexte qui serait le plus proche de son contexte terrain. Donc pour ça, on va utiliser des logiciels de simulation, on va utiliser des bancs de tests, on va utiliser de l'instrumentation. Il existe pas mal de logiciels qui permettent effectivement aussi de simuler
L'idée, c'est d'être capable de simuler un process qui peut être simple, mais aussi un process un petit peu complexe, sans avoir une intervention humaine directement derrière cette simulation. Troisième axe, la robotisation. Là, l'idée, c'est de reproduire, en fait, directement des actions qui seraient réalisées par un opérateur, par un utilisateur sur le produit, mais ceci de manière complètement robotisée, en utilisant des actionneurs, qui se substituent à un opérateur, et en fait, en aidant l'opérateur dans l'exécution de ses tâches au quotidien. L'opérateur qui va faire des tests va pouvoir faire des choses en général qui peuvent être rapides, mais qui peuvent être aussi des séquences très très longues. Le test d'endurance par exemple, et le fait de pouvoir faire du test d'endurance avec un robot sur des longues durées d'endurance, ça peut être très intéressant. Alors vous voyez sur la droite tout un tas de logos, c'est pas complet, il manque des outils bien évidemment. On a volontairement mélangé ces robots parce qu'en fait, entre séquencer, simuler et robotiser, il n'y a pas de règle ou de rupture de l'un vers l'autre. L'idée, c'est plutôt de dire, dans certains cas, on veut utiliser des outils pour le séquencement, pour simuler et pour robotiser. Donc, il y a des outils qui vont rentrer dans les 3 catégories de tests possibles. Un petit focus sur le mode de simulation qui est très important pour la suite de l'explication, notamment autour de la robotisation. L'idée ici, c'est de voir, comment dirais-je, de rentrer dans la notion du test intrusif ou du test non intrusif. Alors on va prendre l'exemple d'une distribution qui a testé un produit, qui est la version logicielle que l'on veut mettre sur le terrain. En simulation, on va être capable avec des simulateurs donc de solliciter cet équipement boîte noire en lui envoyant des stimuli qui peuvent être des valeurs analogiques, des valeurs numériques, des flux, du réseau, etc. Et on va analyser les retours d'exécution pour voir si le produit en boîte noire marche parfaitement. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. On est dans un mode non intrusif puisque le logiciel qu'on teste, c'est bien le logiciel terrain. Par contre, dans certains cas, on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin, notamment de savoir quel est le comportement du produit, avoir des points de test pour voir quelles sont les choses qui sont vraiment exécutées dans le produit. Je vais prendre l'exemple d'un thermostat. Il peut être intéressant sur un thermostat de savoir dans quel mode il est en train de travailler, quelle température il avait précédemment, 5 minutes avant, ou voilà. Et donc dans ce cas-là, le thermostat qui serait une boîte noire ne pourrait pas nous renvoyer ces informations. Donc on va développer dans ce thermostat ce qu'on appelle des points de test, des bouts de logiciel qui vont permettre de récupérer ces données structurées. Là on commence à être intrusif, c'est-à-dire qu'on va rajouter du code pour faire du test. Alors, dans le cas que je viens d'évoquer, le fait de laisser les points de test sur le terrain, ça n'est pas problématique et donc on ne serait pas vraiment intrusif. Sauf si vous voulez effectivement retirer ces points de test, dans ce cas-là, on va commencer à être intrusif. Dernier élément sur la partie intrusif d'un produit, vous voulez tester un produit boîte noire qui disposerait normalement d'une interface homme-machine, vous n'avez pas celle-ci, vous ne pouvez pas l'automatiser. Dans ce cas-là, on va développer du logiciel dans le produit pour faire ce qu'on appelle un interpréteur de commandes ou un émulateur qui va permettre de recevoir des commandes, d'exécuter ces commandes et d'analyser les résultats de ces commandes. Là, on est intrusif, c'est-à-dire qu'on a vraiment rajouté du code dans le produit qu'on veut tester. Et c'est quelque chose qui peut mettre en difficulté le produit après sur le terrain, puisqu'en fait, on aura sur le terrain un produit qui n'aura pas le code qui a été testé. Ça peut avoir des conséquences sur le temps réel, ça peut avoir des conséquences diverses et variées. Donc, il est important de bien maîtriser cet aspect « je suis intrusif » ou « je ne suis pas intrusif ». Très rapidement, on va se focaliser ici sur le test des interfaces homme-machine. Alors, en fait, on a mis en évidence 2 catégories d'interface homme-machine. Tout ce qui va être interface homme-machine grand public, donc les PC, les smartphones, etc., avec des operating systems que tout le monde connaît, hein, du Linux, du Windows, etc., des browsers, enfin des logiciels qui sont parfaitement connus. Il existe pléthore ou il existe tout un tas d'outils qui permettent de simuler ces environnements machines. Et donc là, je dirais, le test en mode simulé pour ce type d'équipement va très bien. On est intrusif, mais finalement, ce n'est pas vraiment un problème parce que on n'est pas en temps réel et les outils sont tellement rodés autour de ces équipements que le test en mode simulé va très bien. Par contre, si on regarde le test pour des produits qui sont des produits industriels, des produits qui ont été développés en spécifique sur des operating systems qui peuvent être temps réel ou qui sont des operating systems propriétaires, et bien là, on ne va pas trouver de simulateur. On va prendre un deuxième exemple. Je veux tester un smartphone connecté avec un équipement. Je reprends mon thermostat connecté ou mon équipement de domotique.
Quand je vais vouloir tester l'interface homme-machine de mon smartphone sur cette application de domotique, eh ben, je voudrais vérifier aussi que les appels faits par le smartphone s'exécutent bien et sont tout à fait corrects sur mon thermostat ou mon équipement de domotique. Là, en fait, c'est toute la valeur ajoutée d'un robot qui va permettre de mettre en œuvre le produit dans son contexte terrain sans être absolument intrusif et se mettre en lieu et place d'un opérateur qui pourrait utiliser l'interface machine et reboucler sur ce qui se passe au niveau des équipements que l'on va solliciter, par exemple, par rapport à un smartphone. Après cette petite explication, en fait, on a retrouvé avec ces mots, tout simplement, le cahier des charges qui nous a poussé au développement du robot eTaskMotion. On a parlé de simplicité, de rapidité, de fiabilité et de rentabilité. Ça, c'est vraiment le contexte voulu sur du test. Mais en plus, on a rajouté quelques mots qui sont importants. Pour nous, il était très important que le test, la programmation de ce robot soit réalisée par des opérateurs et non pas par des informaticiens. Le risque de faire développer les scripts de test par des informaticiens, c'est qu'ils testent ce qu'ils ont développé, alors que ce que l'on veut tester ici, c'est bien les fonctionnalités du produit. On voulait quelque chose qui soit aussi très proche des performances d'un opérateur. Alors, quand on prend une personne, un jeune, je dirais, qui utilise son smartphone, il va aller à une vitesse très très importante pour taper un SMS ou ce genre de choses. Le robot n'arrivera peut-être pas au moins dans un premier temps à ce type de performance. Par contre, on va s'en rapprocher. L'objectif, c'est de s'en rapprocher et d'être aussi plus fiable qu'un opérateur qui, au bout de 100 tests, 1000 tests, 5000 tests, risque de s'endormir, risque d'être un peu concentré. Et là, le robot va pouvoir avoir des performances plus importantes, on va dire, que l'opérateur. Donc, voilà, performance proche de celle de l'opérateur. On veut quelque chose qui soit industriel et parfaitement fiable. Le robot de test, on le sait tous, ne doit pas être la solution de test ne doit jamais être la cause d'une anomalie. Donc il faut impérativement quelque chose de très industriel et très fiable. On voulait aussi on veut quelque chose qui soit tout à fait adaptable aux produits à tester, c'est-à-dire que le robot n'est pas fait pour tester un produit, il doit être fait pour tester une multitude de produits et que les opérateurs soient capables, ou les utilisateurs soient capables de passer d'un produit à un autre produit de manière très très simple. Et dernier point également, pour conserver les investissements qui ont été faits par nos clients au niveau des bancs de test ou ce type de solution, on voulait un outil qui s'adapte aux outils déjà disponibles chez les clients. Voilà, c'est ce que va vous présenter maintenant Thomas. Du coup, moi, je vais un petit peu vous présenter, en fin de compte, qu'est-ce qui est capable de faire le robot, puisque l'idée, c'est ça. Donc, on veut faire du test d'IHM. Donc, IHM égale quelque chose qui va être destiné à un humain, parce que c'est lui qui va faire les interactions. Donc, l'idée, c'est qu'on veut que le robot puisse remplacer l'humain là-dessus pour tout ce qui va être appui physique et appui tactile, par exemple. Mais pas que, puisque quand vous allez cliquer sur des boutons, quand vous allez cliquer sur une dalle tactile, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, il va y avoir des interactions sur l'écran, il va afficher des choses, alors que ce soit du texte, des images ou de la couleur, on va vouloir valider que c'est bien écrit, donc on va vouloir que le robot fasse de l'analyse de texte, de couleur et de forme. Et enfin, vous le savez mieux que moi, dès qu'on clique sur des boutons, généralement on a un retour de vibration ou une émission sonore pour valider que le bouton a bien été fait. Typiquement, quand vous retirez de l'argent sur un distributeur, à chaque fois que vous tapez votre PIN, ça fait un bip. Donc là, c'est un peu aussi ce qu'on aimerait que le robot fasse. Et enfin, on aimerait qu'il soit encore un peu plus intelligent et qu'il soit capable, par exemple, de piloter des entrées-sorties. Le bon exemple, c'est d'être capable de brancher, débrancher le chargeur de votre téléphone, typiquement, ou de redémarrer électriquement un appareil pour valider qu'au démarrage, il affiche le bon texte et qu'il redémarre correctement. Et donc pour ça, on a développé chez Ponant, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, un robot générique qui s'appelle eTaskMotion et qui est capable de répondre à tous ces cas d'utilisation. Donc je vous présenterai un petit peu plus en détail en live tout à l'heure. Voilà, c'est un robot qui va être capable de faire des appuis physiques et tactiles avec son palpeur, grâce à une caméra de faire de l'analyse de texte, de couleur et de forme, de son micro et de ses haut-parleurs, de l'émission et de l'analyse sonore. Et enfin, avec toutes les entrées-sorties qui sont disponibles dans le coffret et les 2 prises pilotées dans l'enceinte, de faire tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'aller faire des lectures capteurs par exemple, de gérer l'éclairage dans l'enceinte et de piloter les prises électriques. Si on revient là-dessus, moi ce que je comprends, c'est que le robot il est là pour simuler un humain. Les perceptions des humains, comment ça va réagir alors qu'il y a un humain. La question c'est, est-ce que il y a aussi la simulation des handicaps que peuvent avoir les humains, notamment faire des tests d'accessibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui serait daltonien, est-ce que ou non il arrive à bien pouvoir faire les choses, est-ce que quelqu'un qui justement
Et bien justement, c'est un peu l'idée, c'est que, alors déjà le robot étant générique, vous avez la main pour définir vous-même vos conditions de test. Si je prends un petit peu l'exemple, on a parlé de la couleur ou du texte, la caméra va être capable de faire de l'OCR, d'accord, pour lire des choses sur l'écran. Si vous avez écrit votre texte trop grand ou si vous avez écrit le texte et qui ne rentre pas totalement dans l'écran au moment du test, grâce à votre test réel, en fin de compte, la caméra va lire vraiment sur l'écran. Et si dans votre produit final, le texte déborde ou le texte est écrit trop petit, le robot n'arrivera pas à lire et donc ça vous fera votre test de capacité de l'être humain. Pareil pour les couleurs, hein, imaginons qu'on ait écrit un texte gris foncé sur du noir, si on fait un test, on va dire, avec des outils intrusifs, on va être capable d'aller chercher directement la valeur qui a été inscrite dans le label de texte. Par contre, le robot, lui, du gris foncé sur du noir, le contraste va être trop faible. Donc comme un œil humain, finalement, il ne va pas arriver à lire. On a eu aussi un peu, pour un troisième exemple un peu ce cas-là, sur des produits avec des écrans qui sont très brillants et très réfléchissants. Et en fin de compte, des tests en plein soleil sont impossibles pour l'être humain puisqu'il faudrait arriver à cacher avec sa main par exemple. Du coup, dans le robot, ça représente un peu la même chose. Dès qu'on allume la lumière, ces écrans brillants deviennent comme des miroirs et donc on n'a pas la lecture qui est faite. Donc ça va vous permettre de faire ça, ça va vraiment simuler votre humain, votre testeur, votre client final sur votre produit. Si je continue sur la partie prise en main, donc Christophe a insisté là-dessus, hein, c'est un robot qui est simple à utiliser, donc même si on a le terme robot, le robot des fois ça peut faire peur, on pense à des robots en production, où là il faut quand même s'y connaître pour arriver à le programmer. Là l'idée c'est qu'on a pris le parti de rendre cet outil vraiment accessible aux opérateurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent exactement comment tester, c'est eux qui savent où aller dans les retranchements du produit. Donc l'idée c'est de leur proposer un outil de test facile à utiliser. Donc là, je vous ai mis à l'écran un exemple de configuration du produit. Donc ça va se faire en 2 étapes, d'accord, pour tester votre produit. Premièrement, avec le robot, vous allez enregistrer ce qu'on appelle une configuration de votre produit. C'est-à-dire que vous allez définir des labels. Alors 2 types de labels sont disponibles. Les labels de position. Typiquement, je vous ai mis en exemple un smartphone. Vous allez définir les quelques touches physiques qui sont définies sur votre écran. Donc là, j'ai enregistré le bouton Home, par exemple, sur un téléphone qui permet de revenir au menu principal. Et puis, deux boutons, là, le 1 et le 0, parce que c'est ceux dont on va servir juste après. Donc ça va être des positions physiques. Donc ça, vous allez faire une calibration par produit. Donc imaginons que vous soyez dans le cas où vous testiez 5 fois le même téléphone. Vous allez définir une seule fois votre configuration produit. Par contre, si vous avez 2 smartphones différents, vous allez faire 2 configurations produits. D'accord ? Et après, je vous en ai parlé, vous avez une caméra, vous allez pouvoir faire de la lecture. Et donc là, pour ça, vous allez définir des zones, ce qu'on appelle des zones de lecture. Donc typiquement, j'en ai sélectionné 2. Une qui est l'écran complet, d'accord, en bleu, et une un petit peu plus spécialisée pour la partie est-ce que le mot saisir code est bien activé. Donc ça va vous permettre 2 choses. Déjà de placer la caméra au bon endroit, puisque l'idée c'est que comme la caméra est mobile sur le doigt, on va la placer au bon endroit sur l'écran, et de valider que votre texte est correctement défini et au bon endroit. Là, on parlait tout à l'heure justement de ce que disait Marc, est-ce que le texte est bien écrit au bon endroit? L'idée c'est ça, c'est que vous allez définir une zone et dans cette zone doit être écrit saisir code, on doit pouvoir le lire, il doit être positionné au bon endroit, dans la bonne langue. Donc c'est grâce à ces labels que vous allez pouvoir dire à votre test, je veux aller me mettre ici pour le lire. Donc ça c'est... Une question importante dans le chat. Oui. Le robot, voilà, quel produit est-il capable de tester, quel produit n'est-il pas capable de tester? C'est une excellente question. Je réponds un bout et tu réponds l'autre, Christophe? Vas-y, je ne sais pas quel bout tu vas prendre. Vous avez une enceinte de test avec un volume utile de 30 par 30 sur 15 cm de haut. Donc ça vous permet déjà de tester pas mal de produits avec une interface homme-machine. Typiquement toutes les gammes de smartphones, les terminaux de paiement qui font partie de nos grands clients, mais aussi tout ce qui va être dans l'IoT. On va retrouver de plus en plus maintenant dans les maisons, par exemple des programmateurs de chaudières, de pompes à chaleur. De plus en plus aussi des maisons connectées, ultra connectées avec des Google Home ou des écrans pour gérer vos volets roulants, pour gérer votre chauffage, l'activation de la chaudière et de la clim. Donc tout ça, ça rentre dedans. Et puis après, on peut aller un peu plus grand. On va tester aussi, on a des clients qui s'en servent pour tester des indicateurs de pesée. Donc là, c'est des choses qui ont un volume quand même qui commence à être assez conséquent. Et après, on va s'arrêter quand ça ne rentre plus, on va dire, dans le volume. Ouais.
En sachant qu'on a eu aussi l'occasion de tester des choses qui étaient des pupitres, par exemple, relativement hauts, et le robot peut être mis en chapeau sur un pupitre pour prendre en compte l'IHM qui serait apparente en haut du pupitre. Alors, je reviens juste sur un point pour compléter la réponse. Effectivement, on est capable de tester des smartphones, mais comme je disais tout à l'heure, il y a déjà beaucoup d'outils qui permettent de simulateurs qui permettent de tester le smartphone quand il est autonome et quand il est seul. Là, le robot a vraiment un intérêt différenciant ou différenciateur pour tester des smartphones connectés à des équipements, et donc c'est le lien entre le smartphone et l'équipement à tester qui est important à tester. Et puis après, bien sûr, tout ce qui va rentrer dans le robot, à partir du moment où on a des boutons, des écrans, du capacitif, du résistif, c'est ce qu'il nous faut pour effectivement être capable de tester. Donc là, on est ouvert à de l'aéronautique, de l'automobile, du médical, enfin tout un tas de secteurs qui sortent du smartphone, on va dire, traditionnel. Donc si je reviens au slide, donc l'idée c'était en deux parties. Donc vous avez configuré correctement votre produit pour qu'il soit testé par le robot. Et en deuxième étape, vous allez écrire votre test. Donc encore là, on est sur des instructions qu'on appelle nous en langage naturel, très proche de ce qu'on pourrait faire en fin de compte sur une fiche méthode où on va vous dire là pour tester ce produit dans cette procédure j'ai besoin de faire ça. Donc je vous ai affiché là un script en fin de compte qui est un script humain. Quelles sont les actions qu'on a envie de réaliser sur le téléphone. Donc je les ai mis à gauche dans ce que vous voulez faire. Donc on va vouloir alimenter le téléphone par exemple, le sortir de veille, vérifier que c'est bien marqué saisir code, saisir son code forcément et vérifier à la fin que l'écran est bien déverrouillé en allant lire des choses. Et ce que vous allez écrire, c'est dans la partie de droite, c'est des mots en fin de compte qui se rapprochent vraiment très fortement de mots naturels. Donc on va avoir un switch on power supply, ça va être activer, mot pour mot en français, activer la prise électrique. Après on va cliquer sur la touche home en utilisant press key et le label home que vous auriez défini juste avant. Cherchez le mot saisir code dans l'écran code screen, d'accord. Donc si vous avez suivi le slide d'avant, on a défini code screen, on a défini home. Et après, on va cliquer plusieurs fois sur press key 0, typiquement pour afficher, pour sélectionner le mot de passe. Et puis vérifier deux choses, que le mot réglage est disponible, parce que généralement quand on arrive dans le menu principal d'un téléphone, on a l'onglet réglage qui est disponible, et son icône, d'accord. Donc avec un find word et un find icône. Et on a une question dans le chat qui nous dit quelle librairie pour les mots-clés utilisés par le robot. Quelle librairie pour les mots-clés utilisés dans le robot? C'est notre librairie générique. Tout est en générique dans le robot, ça. Donc si vous connaissez un petit peu du langage robot framework, ça y ressemble beaucoup. L'idée c'est d'avoir des combinaisons entre un mot-clé et ses arguments. Et donc tous les mots-clés que vous voyez ici, c'est des mots-clés génériques du robot. Donc il y a pour tout ce qui va être press key, goto, ça va être des déplacements du robot. Et après, pour ce qui va être de la vérification par la caméra, ça va être du find word et du find icône. Donc deuxième question, peut-on créer ses propres librairies? Alors j'ai deux réponses pour ça. La première, vous avez certainement, vous, dans vos méthodes de test, pas mal d'outils et d'accessoires, ou même pas mal d'instrumentation. L'idée, c'est que le robot va pouvoir s'ajouter, j'en parlerai juste après, dans votre environnement de test. Et vous avez aussi la possibilité de demander au robot d'aller piloter aussi vos équipements. Et deuxièmement, est-ce que vous avez possibilité de créer vos propres mots de grammaire? Oui. Si vous voulez créer par exemple des macros, typiquement vous savez que pour démarrer un téléphone, il faut toujours l'alimenter et cliquer sur les 4 boutons en 0 et puis valider. Et vous pouvez vous créer des macros pour avoir vos propres instructions en langage naturel qui vont englober plusieurs instructions génériques du robot. Oui, je vais peut-être rajouter un tout petit point par rapport à ça. C'est effectivement autour du robot, donc il y a l'aspect générique dont on va parler, qu'on détaille, et puis il peut y avoir une personnalisation parce qu'à un moment donné, vous avez un produit qui est très très particulier, qui a des interfaces très très particulières. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler une personnalisation métier. Et si on juge ensemble avec le client qu'il est judicieux de créer un mot-clé correspondant à ce métier, on en parlera peut-être d'ailleurs avec le robot qui est à côté de moi sur l'insertion carte, et bien on va développer un nouveau mot-clé qui va permettre de répondre à ces contraintes métiers, tout simplement. Alors une deuxième question dans le chat, quelle différence entre faire ça par un humain ou par un robot? Eh ben... si. Ouais, je vais faire une réponse très très simple. Effectivement, beaucoup d'humains pourraient faire, l'humain est capable de faire bien sûr ce qui est réalisé par le robot. Par contre, quand vous allez demander à un humain de faire 10 000 fois ou 1000 fois
ou même 500 fois la même opération, il y a des chances qu'à la fin de la journée ou à la fin de ces 500 tests, il soit fatigué et surtout qu'il ait oublié ce qu'il vient juste de faire. Et si à ce moment-là, vous avez l'anomalie, eh ben, ça va être très difficile de reconstituer pourquoi on est arrivé à cette anomalie. Alors que le robot va être capable, on le verra tout à l'heure avec Thomas, de faire ça de manière, il ne se fatiguera pas, et puis il va permettre de stocker toutes les informations caractéristiques autour du test et l'avancement de cette session de test. Oui, l'idée c'est de faire du robot votre partenaire pour tout ce qui va être action un peu répétitive, ou tout bêtement repasser des tests que vous avez déjà définis, et laisser du temps au testeur, à l'humain, hein, pour qu'il aille chercher des choses ou essayer de débugger des retours terrain typiquement. L'idée c'est de laisser le robot faire tous les tests de non-régression toutes les semaines, toutes les 2 semaines, à chaque nouveauté logicielle, et de garder du temps au testeur pour que d'un coup on a un retour terrain, on sait qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui n'est pas normal, là il a le temps d'investiguer et ça ne prend pas sur son temps de test et de qualification continue. On va accélérer un tout petit peu, parce que je vois que le temps défile. On gardera peut-être les questions un peu plus tard. On va passer on les traitera après, comme ça. Donc voilà, justement, ajouter le robot à votre environnement de test existant. Donc là, je vais en parler de 2 possibilités. Soit jouer vos scripts dans l'environnement du robot. Alors là, j'ai fait un test très, très basique, hein. Les puristes ne m'en voudront pas. On est dans le même camp. L'idée, c'est à gauche, on a un test qui a été écrit avec Selenium pour, par exemple, faire des tests, valider qu'on peut ouvrir le site de la taverne du testeur sur Chrome. Et là, on va l'écrire avec Selenium à gauche. On va avoir du Open Browser, du Presskeys pour taper taverne et après vérifier qu'on a bien taverne à l'écran. Et à droite, le même script réalisé avec eTask Motion, où on va chercher sur l'écran le logo du navigateur Chrome. Ensuite, saisir de la même manière les lettres pour chercher le site de la taverne. Et enfin, valider que le site de la taverne est ouvert en plein écran et qu'il s'affiche correctement sur votre navigateur. Donc on va retrouver des similitudes, hein, évidemment, puisqu'on n'a pas non plus réinventé la manière de tester. Le Presskeys, ça va être un mot qui va être totalement similaire avec un script qui aurait pu être écrit sur Selenium. Et après, on va avoir des petites variétés. Typiquement, Selenium va être capable, de manière intrusive, d'ouvrir le navigateur et d'aller directement au bon endroit. Avec le robot, il faudra ressembler un peu plus à un humain, où on va chercher sur l'écran d'accueil l'icône Chrome et cliquer dessus. Mais ça, je vous montrerai un petit peu sur la démo live juste après. Et deuxième aspect, c'est rajouter le robot à toute votre ferme de test. On a pas mal de clients aujourd'hui qui font des tests depuis très longtemps, qui ont beaucoup d'équipements, en particulier les clients qui font de la simulation ou qui ont de l'instrumentation. On va citer du National Instruments, etc. L'idée, c'est de surtout pas arriver en disant nous, la solution avec le langage naturel et le robot, c'est révolutionnaire, arrêtez tout ce que vous faites. Mais plutôt de leur dire, écoutez, on vous donne un outil supplémentaire qui va vous permettre de faire vos tests, on va dire manuels, robotisés. Et donc, grâce à son API, le robot est capable, sur une requête que vous allez envoyer, vous, depuis votre propre système de test, de faire des appuis-touches, de se déplacer et surtout d'utiliser les ressources comme la caméra et le micro pour les lire à l'écran et écouter du son et reconnaître des sons. On va terminer ces slides juste par 2 retours d'expérience. On en fait un chacun, Christophe ? Allez. Donc je vais commencer. Nous, on a un client dans l'IoT justement qui fabrique des thermostats de chauffage. Et du coup, son contrôle était simple. À chaque nouvelle release logicielle, ils doivent valider de manière totalement exhaustive que chaque menu est bien affiché et surtout de valider chaque menu dans les 16 langues disponibles et de faire un rapport normatif avec une photo par menu. Donc vous commencez à imaginer un petit peu la complexité et le temps qu'il faut pour faire ça. Donc avant, leur test était réalisé par un opérateur et du coup il fallait 13 jours incluant la création d'un rapport d'essai. Vous vous rendez compte, quasiment une journée par langue, ce qui est assez fastidieux. Lui, ce client n'avait pas la possibilité de faire de tests intrusifs puisque en fin de compte c'était vraiment un test normatif dont il avait besoin pour un produit en utilisation finale. Et donc il a pu faire ces mêmes tests avec le robot. Donc pour ça, il a passé 2 jours à réécrire ses tests pour valider ses menus. Donc ça, il va le faire une fois. Et après, en tout, il lui faut 7 heures, rapport d'essai inclus, pour valider ces 16 langues. Donc là, on a un rapport qui est imbattable là-dessus, ce qui lui permet de libérer beaucoup de temps à ses opérateurs, puisque du coup, on gagne effectivement 12 jours pour faire d'autres tests, des tests un peu plus poussés. Et en plus de ça, on a en gros une efficacité sur le test qui est redoutable puisqu'on va pouvoir, de manière totalement systématique, alors qu'avant il fallait quand même réserver 13 jours, quasiment 3 semaines de travail, là de manière systématique, il peut passer une soirée à valider
que ces menus sont bons et à chaque nouveauté logicielle. Alors, le deuxième exemple, je vais aller assez vite pour garder du temps pour la démo. On va prendre l'exemple d'un produit terrain qui a un bug aléatoire ou un comportement aléatoire au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation. Alors, en l'occurrence, c'était au bout d'un certain nombre de cycles de transactions qui dépassaient les 5 ou 6 000 cycles. Bug terrain très problématique. Donc, faire quelque chose d'intrusif, c'était pas correct par rapport au test parce que ça permettait pas de remettre en évidence le test, l'anomalie et surtout de ne pas être dans des conditions terrain d'exploitation. Donc l'idée, ça a été de reproduire avec le robot des milliers de séquences sur une durée très courte. En fait, ça a duré 3-4 jours. Alors, ce qui était complètement inaccessible pour un opérateur, parce que imaginez-vous un opérateur ou plusieurs opérateurs se relayant pour faire 3, 4, 5 000 transactions. Ça peut être très problématique et très long et de toute façon impossible à reproduire. Là, le robot a permis de faire, je ne sais plus exactement quel était le nombre, mais on va dire 5000 transactions. Au bout de 5000 transactions, l'anomalie a été détectée. Ce qui était important, c'est qu'on a pu enregistrer comment on est arrivé sur cette anomalie, prendre des photos avant, pendant l'anomalie et après l'anomalie, c'est plus très intéressant. Mais au moins toutes les conditions d'apparition de cette anomalie, l'anomalie a été corrigée et on a pu repasser une séquence de tests beaucoup plus longue pour vérifier que cette anomalie ne se reproduisait pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été efficace et de toute façon qui n'aurait pas été accessible par des opérateurs simplement pour faire cette correction. Nous y voilà. Donc le robot, Christophe en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un robot qui est autonome et vous allez pouvoir y accéder, donc vous allez le brancher chez vous et y accéder directement depuis un navigateur, d'accord? Est-ce que vous voyez bien le live? Super, parfait. Donc tout à l'heure on vous a parlé test, on vous a parlé, Christophe vous a parlé aussi séquenceur de test et gestionnaire de test. Donc il faut bien savoir que la partie eTaskMotion et son logiciel eTask, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est toute la partie séquenceur. Pour la partie gestionnaire, nous on s'appuie sur des gestionnaires, donc on a plusieurs plugins déjà disponibles. Par défaut, on propose à nos clients TestLink, qui est un gestionnaire de test open source et gratuit. Mais après, on a déjà plusieurs plugins comme TFS, X-Ray et j'en passe, qui permettent justement d'aller chercher vos tests là où ils sont déjà écrits et là où ils sont déjà gérés. D'accord ? Donc ici, j'ai sélectionné mes quelques tests. Vous arrivez directement sur la page de configuration du robot. Donc sur cette page, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Je vous en ai parlé tout à l'heure, définir à la fois vos positions. Donc là, typiquement, je vais définir la position Home. On va faire un test. Le robot est en position Home. Donc, est-ce que vous voyez encore la caméra intérieure? La deuxième? Non plus, bah tant pis. Non, mais du coup, le bouton Home qui est ici. Donc si par exemple, je vais cliquer aller sur la partie paramètres, on va simuler... Lorsque vous faites votre configuration, vous pouvez simuler un appui sur la touche Home. Et donc là, le robot va bouger, allez cliquer, et on voit bien que le téléphone revient au menu principal. Donc j'ai sélectionné le bouton Home, et après, j'ai aussi défini plusieurs zones de lecture. Une que j'ai appelée écran, écran haut, qui va être utilisée dans notre test juste après. Donc écran haut va nous permettre de vérifier des choses qui sont dans l'écran. Donc on va aller naviguer jusqu'à ouvrir le site de la taverne du testeur tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir aller valider que tout est bien écrit dedans. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est écrit le test, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va se connecter à TestLink. Et dans TestLink, hop. Tac, non, c'est pas là, c'est dans... On va aller regarder nos tests. Donc j'en ai créé un ici qui s'appelle Smartphone. Et donc, il va nous permettre de réaliser plusieurs choses. Donc, on va commencer par cliquer sur le bouton Home. Donc, pour ça, vous avez le fast click. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Ah, pardon. C'est bon? Super. Donc, on va utiliser le mot-clé fast click qui va faire un appui rapide sur le bouton Home. Puis après, on va utiliser le Find Word and Click qui va aller cliquer sur le bouton Chrome. Donc, le Find Word and Click, pour que vous compreniez bien, le bon exemple, c'est typiquement le réseau Wi-Fi. Quand vous cherchez votre réseau Wi-Fi, quand vous le configurez, et ben dans la liste, il n'est jamais au même endroit, suivant où vous êtes. Si vous habitez dans un immeuble, vous allez attraper tous les réseaux Wi-Fi de votre immeuble. Et donc, on permet au robot d'aller cliquer sur un mot qu'il aura réussi à lire. Donc là, dans cet exemple, l'icône Chrome
a été mis de manière arbitraire sur l'écran. Et donc on va lui demander de trouver le bouton Chrome et d'aller cliquer dessus. D'accord? Donc c'est à ça que servent les Find Word and Click, qui sont aussi disponibles avec les Find Icon et Find Color and Click, pour aller cliquer sur des choses qui ont été définies. Christophe aime bien prendre l'exemple aussi de la météo. Et ben, l'icône météo dans votre smartphone, il est sur un écran, peu importe lequel. Et ben, le robot va slider jusqu'à trouver le bon écran et cliquer dessus. Évidemment, s'il ne le trouve pas, remonter une erreur. Et après, on va faire plusieurs choses. On va cliquer sur onglet, nouvel onglet, barre de recherche pour aller faire une nouvelle recherche dans le navigateur sur le téléphone. Puis cliquer sur le mot taverne. Cliquez sur le site et enfin valider une fois qu'on sera dans le site avec un Find Word que la taverne du testeur est écrit correctement et correctement lisible sur la version mobile du site de la taverne. Donc Marc, j'espère que c'est compatible smartphone. On va sélectionner notre test et on va passer ici directement à la partie exécution. Normalement, vous devriez encore voir ma caméra. La caméra de Christophe, non, toujours pas. Pourtant, je la vois ici. Sur un autre participant, sur la caméra de Christophe. Non. Ah. Allez, ben, je vous mets la caméra live et puis après, vous regarderez ce qui va se passer. Donc, si je me rapproche un petit peu, là, on va voir le robot qui va commencer à bouger, qui va cliquer sur le bouton Home. Qui va chercher l'icône Chrome à l'écran et qui va se déplacer. Ah pardon, on est devant la barre. Ne bougez pas. Je vais vous placer dedans. Hop. Attends, je vais tenir. Je te laisse faire. Tiens, je merci. vais tenir, moi je... On fait la... Hop. Donc ça redémarre. Ne bougez pas. Donc on va cliquer sur le bouton Home et ensuite aller faire une lecture pour cliquer sur le bouton Chrome. Ensuite, on arrive dans le navigateur, on va créer un nouvel onglet. Rentrer dans cet onglet. Normalement, j'ai fait une dernière recherche qui s'appelle la taverne du testeur. On va cliquer dessus. Alors, on peut peut-être voir une vue un peu plus haut, normalement. Voilà. Et là, on est arrivé sur le site de la taverne, normalement, et on a validé qu'on est bien dans le bon écran. Donc, si on revient, si je vous repartage maintenant ma vue. Hop. Dans Chrome, donc là le test vient de se terminer en 27 secondes, donc là on a de la chance, il est vert. Hop. Et on va pouvoir accéder à la partie rapport. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la durée du test, de manière, on va dire comme en live, on va pouvoir suivre ce qui a été fait. Donc on retrouve ici dans notre script qu'on a eu du fast click, les find word and click, les différents press keys et le find word final, tout comme ce qui a été défini sur TestLink juste avant. Hein. C'est vraiment important. On est vraiment allé chercher notre cas de test dans TestLink et il a été exécuté de manière automatique par iTask. Et donc là, une fois que c'est exécuté, vous allez avoir deux types de rapports. Le premier rapport assez haut niveau qui va vous dire si c'est OK ou pas. Moi, j'appelle ça un petit peu le rapport de la direction ou de la qualification. C'est de dire, là, j'ai lancé tous mes tests cette nuit. C'est un petit peu mon passeport de test qui va me dire, là, c'est bon, c'est OK. Et après, un rapport plus détaillé qui là va être très orienté développeur, où on va retrouver évidemment toute notre suite de tests, d'accord, tout ce qui est ici, avec les différentes librairies qui sont en face. Donc on a du motion pour faire les actions de mouvement et du vision pour les actions de contrôle. Et à chaque étape, le timing de comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas, et surtout important, en cas d'échec, vous allez avoir tous vos logs à cet endroit-là. Qui plus est les logs de la caméra, puisqu'on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir prendre des films pour valider que ça s'est bien passé. Un exemple ici du Find Word, vous pouvez voir exactement, si je vais au niveau de la trace, exactement ce qu'a été capable de lire la caméra. Donc là ici on a bien lu la taverne du testeur, le point .fr en haut et la taverne du testeur en plusieurs mots, si ce n'est pas le nom du site internet. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je n'arrive pas. Donc là, je vous ai fait le test sur un téléphone. L'idée de la philosophie, c'est que comme votre test est assez haut niveau, vous allez pouvoir l'exécuter sans le changer sur un autre device. Typiquement, si vous voulez tester tous les téléphones Android ou tous les téléphones iPhone sur la même séquence, vous pourrez le faire évidemment. Chose à retenir, c'est qu'il faut simplement créer votre nouvelle configuration.
Donc pour ça, on peut changer facilement. Vous revenez dans votre page de configuration et là, vous allez sélectionner un autre type de device, d'accord? Donc là, on va retrouver pas mal de devices qui ont été testés sur ce robot. L'idée, c'est de sélectionner le bon au moment de lancer votre test. Et après, il va se débrouiller pour interpréter correctement. Et si un label a changé, ça va aller cliquer au bon endroit et va changer de manière dynamique. Alors, une question dans le live. Dans le cas du test d'un smartphone, est-il possible de positionner des objets ou des documents devant la caméra? Oui, c'est-à-dire, c'est possible de positionner des objets ou des docs devant la caméra. Alors, j'imagine peut-être des objets qui seraient à côté du smartphone pour aller les reconnaître ou à prendre des photos. Voilà, ok. Mais effectivement, on a un exemple d'application avec des photos ou avec du QR code, par exemple, où on va pouvoir activer le smartphone pour qu'il puisse venir lire un QR code ou prendre une photo, activer le flash et vérifier que la photo soit bien tout à fait correcte d'un point de vue, pas résolution, mais d'un point de vue mise en œuvre et prise de cette photo. Donc effectivement, oui, on peut activer ces fonctions et positionner différents objets ou documents pour prendre des photos ou activer des QR codes. C'est ça. Bah, typiquement, on est revenu à la page de configuration, c'est ce que voit la caméra pendant son test. Donc on a possibilité de la déplacer pour la positionner de manière différente. Et là, j'ai fait exprès de laisser à sa gauche un iPad qui lui aussi est sur le site de la Taverne du Testeur. Donc on pourrait même imaginer faire des tests panachés. Donc le téléphone, dans l'IoT par exemple, qui va se connecter à un équipement, Christophe l'a présenté au début, et ben on va tester le deuxième équipement en plus via sa partie configuration Bluetooth. On va pouvoir régler par exemple des consignes de température. Et donc là, on peut avoir deux équipements à l'intérieur du robot, faire les tests sur le premier, valider que sur le deuxième on est bon, et tout ça de manière automatique. Deuxième question dans le chat. Tu as lu tout le texte? Si la poursuite du test est contrainte par un événement extérieur non visible sur le smartphone, est-il possible de fournir cette information au robot via des entrées? Si oui, de quel type? Alors j'imagine, alors je vais illustrer, complète. Ouais, non, mais on va prendre l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure avec le thermostat. Bah, c'est exactement ça. Ah bah tu voulais prendre le thermostat. Parfait. Donc en fait, on va faire un couplage entre un smartphone et un thermostat et on va voir effectivement la communication entre les deux, si les consignes de l'un passent bien sur l'autre. Et dans certains cas, peut-être que des consignes passent mal ou qu'une entrée-sortie tout ou rien arrive de manière complètement aléatoire ou événementielle, et ben dans ce cas-là, effectivement, le robot dispose dans son coffret électrique à l'arrière d'entrées-sorties qui sont des entrées-sorties tout ou rien, qui sont des entrées-sorties analogiques, qui peuvent être des flux de communication réseau, RS232, Ethernet, etc. Et donc ces événements vont pouvoir être pris en compte pendant l'exécution du script de test. C'est des comportements qui peuvent être complètement aléatoires, qui peuvent être événementiels ou qui peuvent être, je dirais, traités comme ce qu'on appelle des modes de marche, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver et dans lesquelles on a un comportement qui a été décrit dans le robot pour exécuter, je ne sais pas, le reset de l'anomalie ou exécuter ce qui correspond à cet événement. Donc ça, c'est des choses effectivement que le robot sait faire. Il est prévu effectivement pour ça, puisque dans le coffret électrique à l'arrière, on a déjà un certain nombre, alors j'ai plus le nombre exact en tête, mais on a un certain nombre d'entrées-sorties, tout ou rien analogiques qui permettent de faire ceci. On en a 8 de chaque, oui, de manière générique dans le robot. Alors une autre question, donc dans la partie test configuration, à quoi servent les coordonnées? Ah oui, bah, vous vous doutez bien. À quoi servent les coordonnées? Donc si je repartage, donc ici en fin de compte, à chaque fois que vous allez définir une position, par exemple si je définis la barre de recherche, il va aller se mettre en position au niveau de la barre de recherche. Et bien là, qu'est-ce qui est fait? En fin de compte, on va enregistrer pour le robot des positions réelles, parce qu'on est sur un robot cartésien, un 3-axes cartésien. Du coup, lui, ce robot, il a besoin de ça, il a besoin de ces informations pour lui envoyer, faire la cohérence en fait entre barre de recherche, où est-ce qu'elle est, et ses positions X, Y, Z dans la vraie vie. Pourquoi on a fait ces labels? Et bien, tout simplement, pourquoi? Parce que la barre de recherche d'un téléphone à un autre, d'un device à un autre, d'un produit à un autre, ne va pas être au même endroit. Et on ne veut surtout pas, dans notre test, écrire « va en
en 208, 188 pour aller cliquer. Ce serait assez lourd et on préfère faire l'abstraction avec la partie label. Par contre, quelqu'un qui voudrait vraiment, pour des raisons que l'on ne maîtrise pas, utiliser ces coordonnées, il a la possibilité d'utiliser les coordonnées absolues, s'il le souhaite. Mais ce n'est pas ce qu'on va favoriser, puisqu'on essaye de travailler principalement avec des labels pour pouvoir faire une abstraction de l'équipement que l'on veut tester. Idem pour la partie caméra, où ici on va pouvoir régler le focus, donc la netteté et l'exposition, d'accord? Donc ça c'est pareil, c'est enregistré dans les labels pour que le testeur n'ait pas besoin de régler ça. Et pareil pour les zones de lecture, où si j'avais une zone de lecture tout à l'heure, où là on va directement dessiner sur l'écran la zone qu'on veut tester. Et donc pour ça, pareil, on va enregistrer les positions du robot et surtout le découpage pixel par pixel dans l'écran. Et donc ça, on ne veut surtout pas que le testeur ait à l'écrire pendant son test. On peut peut-être présenter le deuxième. On va parler du deuxième robot maintenant. Ouais. Donc le premier robot, vous l'avez vu. Donc là, vous nous retrouvez en live. Donc on a eu un robot à gauche qui était où on a fait deux configurations pour la partie test de smartphone. Donc vous retrouviez un premier smartphone ici et un deuxième. On avait quand même prévu un iPad pour ça. On n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais chaque équipement doit être référencé de manière totalement répétitive dans le robot. Donc l'idée, c'est de créer des interfaces mécaniques, comme nous on appelle ça des posages, pour qu'on puisse les indexer toujours de la même manière. Et donc quand vous changez d'un téléphone à un autre, le même, vous allez juste le déverrouiller, pouvoir l'extraire et en mettre un deuxième à la place. C'est vraiment l'idée des posages. Donc on avait un équipement orienté produit ici. Attends, je vais le mettre avec la caméra. Et deuxième caméra, si tu me suis Christophe. Je vais essayer de te suivre, je vois pas trop où je suis. Voilà. Super. Et donc on avait un deuxième robot ici, lui avec des options en plus, surtout pour la partie paiement. Donc on retrouve dedans notre terminal de paiement à tester, d'accord? Et deux modules supplémentaires qui vont pouvoir faire de la mécanique pour nous, donc en fin de compte toujours simuler de l'humain, donc insérer des cartes physiques et présenter des cartes sans contact, d'accord? Donc là, même théorie que tout à l'heure, on a le 3 axes en haut, qui va aller cliquer sur les touches du terminal de paiement, lire des choses sur l'écran avec la caméra, et après deux modules mécaniques en plus pour faire des actions d'insertion et de présentation de cartes, chose qu'on ne pourrait pas faire avec le robot générique et pas faire avec le robot générique. Alors tout à l'heure j'ai pris l'exemple de modules métiers avec des mots-clés métiers en réponse à une question. Là on est sur des mots-clés métiers, par exemple insertion de cartes ou présentation de cartes qui vont permettre de piloter ces modules. Alors une question dans le chat qui nous demande si on peut vérifier les tickets. Oui. Oui, on peut vérifier les tickets. On a un autre module complémentaire qui s'appelle un enrouleur de papier, qui, comme son nom l'indique, va enrouler le papier et en plus de ça, pouvoir proposer via une deuxième caméra l'analyse de tickets. Alors, hop, je vais vous repartager mon écran. Ah, tu veux faire tourner le robot là-bas? Oui, je vais juste vous partager mon écran une deuxième fois. N'hésitez pas hein, dans les questions si vous trouvez que c'est pas assez explicite. Je me ferai un plaisir de compléter et de vous en parler un peu plus. Donc là, pareil, deuxième configuration où là, donc vous voyez la caméra live dans le robot. Donc là, je vais faire une simulation de presqu'île juste pour réveiller le terminal et pouvoir commencer à faire des tests. Voilà, donc là, on voit bien qu'il s'est allumé hein, si on remonte en position de caméra. Il s'est allumé ici. On a configuré nos deux petits modules supplémentaires. Donc ça, c'est une page que vous n'aviez pas dans l'autre robot. On va configurer les profondeurs d'insertion de carte et l'angle de rotation pour le sans contact. Et donc, on va tout bêtement aller lancer notre test. Donc là, de même manière que tout à l'heure, on va sélectionner le test. Et comme on veut faire de l'endurance, puisque là, on sait que notre produit marche, mais on veut voir dans le temps comment ça marche. Là, j'ai sélectionné 10 répétitions. De la même manière, ils vont se lancer dans le robot. Et ça va aller jouer directement sur le terminal de paiement. Donc là, c'est ce que vous ne voyez pas tout à l'heure, il y a le suivi live, donc là il va faire différents presquis. Et après, je vais vous libérer la caméra pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe dedans. Hop. Alors, j'en profite pour répondre à une question là, qui vient d'arriver sur la partie chat. Est-ce que les modules mécaniques peuvent être adaptés à d'autres utilisations que l'insertion de cartes? Tout à l'heure, on parlait par exemple de tests de QR code.
on peut venir présenter avec le module mécanique carte contactless, venir présenter un QR code, voire un smartphone qui présenterait différents types de QR codes. Donc des adaptations sur ces modules, bien sûr, existent. Le module insertion carte, on peut par exemple substituer la carte par ce qu'on appelle une sonde, une probe, pour utiliser des simulateurs de cartes. Voilà, donc on peut bien sûr faire des transformations ou des petites adaptations. Le client d'ailleurs peut faire aussi ces petites adaptations sur les modules. Après, ces modules sont quand même dédiés à des choses, insertion carte, présentation d'une carte contactless, ils sont vraiment faits pour ça. Si vous avez besoin de quelque chose de très particulier, soit vous pouvez l'étudier, soit nous étudierons, on a la capacité d'étudier la personnalisation de ces modules pour répondre exactement au mouvement ou à l'élément mécanique ou technique que vous voulez réaliser. Mais voilà, clairement, le contactless a déjà été utilisé, hein, le mouvement qui fait cette rotation a été utilisé pour présenter un autre téléphone pour faire du NFC, par exemple, sur un terminal de paiement, pour faire du QR code ou pour ce genre de choses, sans aucun problème. Alors il y a un petit aspect dont on n'a pas trop parlé tout à l'heure, c'est le poids et le bruit. Donc le poids et l'encombrement, vous êtes sur une petite machine à laver de 60 kg. Et pour le bruit, eh ben, je vous laisse écouter. On a un robot qui tourne donc depuis tout à l'heure à côté de nous, et on ne l'entend pas. Ça c'est pour deux aspects, bah, c'est du mouvement électrique, hein, pas de pneumatique dans le robot. Donc c'est que des mouvements qui sont qui ont un faible taux d'émission sonore. Et après, sur la partie capotage qui va condenser le bruit à l'intérieur du robot et pas à l'extérieur. Donc ça, c'est typiquement des robots qu'on peut avoir en R&D à côté de vous et qui ne vont pas vous gêner plus que ça. Retour client. Donc une autre question dans le live. Sur le coût de maintenance des scripts de test. Alors, je vais prendre un exemple sur le coût de maintenance des scripts de test. On a vraiment fait quelque chose de très très simple au niveau des scripts de test, ce qui fait qu'on a une maintenance qui est réduite. Je vais prendre l'exemple d'un client qui a une gamme de produits, 70 à 80 produits différents. Il a développé un script de test pour tester ces 70 types de produits à lui différents. Et donc là, on peut dire que le coût de maintenance du script, il faut effectivement faire le script, il faut faire chiader effectivement le script de manière à ce qu'il marche à peu près sur l'ensemble des machines. Mais vu qu'on a une abstraction du terminal, derrière, le script va être utilisé pendant des cycles pour les produits existants, voire même pour les futurs produits. Il les utilise pour les futurs produits, puisque les scripts existent déjà. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on l'a dit, les scripts sont faits par des opérateurs. Donc, c'est vraiment leur outil. Et ça veut dire que c'est des coûts de maintenance qui sont relativement faibles et qui sont relativement faibles pour ces fameuses mises à jour de scripts. Oui, là, on parle en plus en détail de la résolution d'écran qui évolue constamment. Alors, on parle des évolutions d'écran, on parle aussi des changements et mises à jour de l'OS, typiquement. Non, ça ne devient pas trop lourd, comme le dit Christophe, puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qui doit être mis à jour? C'est simplement votre configuration. Donc là, on l'a vu en quelques secondes, hein, mais on vous invitera à le refaire avec vous un peu plus tard. L'idée, c'est que ça va être très facile de mettre à jour une configuration et d'en créer une nouvelle par rapport à une ancienne. J'aime bien cet exemple, mais tous les ans, Apple sort un nouveau téléphone, tous les ans, Samsung sort un nouveau téléphone, Xiaomi pareil. Et on a en gros, qu'est-ce qui va changer? C'est juste la position de certaines touches. Ça, la position, on n'est pas trop embêté avec les find and click qui vont permettre d'aller trouver le menu au bon endroit. Et puis après, ça va être juste des changements comportementaux. Des fois, on a des scripts qui évoluent parce qu'on a un écran en plus ou un test en plus à faire. C'est simplement de la mise à jour. Et ça reste assez à la marge par rapport à tout ce qu'est capable de faire le robot en non-régression. Alors, je vais prendre le temps de non-régression ne se transforme-t-il pas en phase de mise à jour des scripts? Eh bien non, clairement non. On a un client qui exploite depuis 2 ou 3 ans une machine, maintenant une deuxième machine, un deuxième robot, et qui a développé ses scripts. Il a la confiance dans le robot, il a vraiment la confiance dans le robot. Et donc, ça veut dire que quand il passe des tests de régression, systématiquement, il sait que le problème n'est pas sur le robot et bien sur le produit. Hein, il faut vraiment lever l'incertitude entre, comme on le disait tout à l'heure, l'outil doit être parfaitement fiable.
Une fois que cette incertitude est levée, effectivement, les temps de mise à jour des scripts, ils vont être vraiment concernés par des nouvelles fonctionnalités et pas pour des problèmes de mise à jour, pour des régressions, notamment sur le produit. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est parfaitement efficace de ce côté-là, c'est-à-dire que la non-régression nécessite pas des mises à jour de script. Alors après, on va avoir comme tout outil des mises à jour des scripts de test parce qu'on veut tester des nouvelles fonctionnalités, mais ça, c'est la vie des produits et des outils de test. N'hésitez pas, est-ce qu'on a des questions dans le live YouTube? Non plus. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a... Il y a aussi en fait toutes ces questions par rapport aux simulations humaines. On va repérer, on va aller cliquer. Il peut y avoir des mauvais clics, des clics où on n'appuie pas exactement sur le bouton. Je sais que certains téléphones sont là pour adapter en fait notre façon de cliquer. Ils savent qu'on clique souvent un peu à côté, à droite ou à gauche, et qu'il reprend en compte ça. Est-ce que le robot est capable de cliquer des fois un peu trop à droite, un peu trop à gauche, ou est-ce qu'il clique toujours exactement sur le même pixel? Alors c'est une très bonne question ça. Le robot se doit d'être irréprochable et donc de faire toujours la même chose. Justement, il faudrait surtout pas qu'il clique jamais au même endroit, puisqu'on veut du robot qui fasse des tests répétitifs et toujours de la même manière. Néanmoins, Christophe en a parlé tout à l'heure un petit peu rapidement en disant que l'humain, suivant la personne, on va plus ou moins vite entre un jeune énervé et une mamie. On va avoir des comportements qui vont être différents, on va mettre peut-être plus de temps ou avoir des temps d'attente entre certaines actions. Et ça, on est capable de le faire, vous êtes capable de programmer directement dans le robot. Donc j'explique, les boutons, quand vous allez enregistrer votre configuration XYZ, vous allez la bloquer dans le dur en disant je vais cliquer en 100, 100, 110 avec mon label A. Et vous pouvez définir aisément plusieurs boutons qui ont la même fonction mais autour de cette zone pour cliquer dessus. Et pareil, de la même manière, en rajoutant des temps d'attente aléatoires avec des wait time random qui vont vous permettre d'attendre entre, par exemple, différents appuis-touches pour valider un comportement réel. Si je prends l'exemple du terminal de paiement, il y a des time-out à respecter, mais on ne sait pas, la personne, le temps qu'elle sorte sa carte, elle ne va pas taper tout de suite son code, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter et instrumenter dans votre test. Alors, la notion d'aléa, tu viens d'en parler, ou de valeur aléatoire sur des timeouts, ou entre deux appuis-touches par exemple, existe en natif. Par contre, l'idée est effectivement bonne, on pourrait très très bien intégrer un aléa sur la position, en disant, ben voilà, je fais quelque chose d'aléatoire, où je vais me décaler d'un dixième, de 2 dixièmes, et de manière complètement aléatoire. Et ça, par contre, l'intérêt par rapport à un opérateur humain, c'est que l'opérateur humain n'aura pas la trace de l'aléa qu'il a généré, alors que le robot sait parfaitement qu'il a tapé à 5 dixièmes de la cible parfaite de la touche. Donc voilà, on a des arguments dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aléa, et c'est une excellente idée, n'a pas été mis sur la partie position, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait s'adapter très très simplement, soit comme tu le disais, en mettant tout un tas de touches autour de la position, soit de manière complètement random, mais qui serait un random contrôlé, puisqu'après le robot sait exactement ce qu'il a fait. Donc dans l'analyse des tests, on pourra bien voir les résultats. Allez, une dernière question entre-temps. Est-ce qu'on peut mettre un stylet plus gros dans le sens que de l'utilisateur porte des gants? Oui, très bonne question. Par exemple, on a souvent la question. Donc par défaut, on intègre un embout palpeur tactile qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver par exemple au bout des stylos. Vous savez, les stylos un petit peu de communication, on va avoir un embout tactile. Donc c'est ça, en gros, ça simule quasiment un appui d'un index. Après, évidemment, oui, on a pas mal d'embouts qui pourraient être ajoutés dessus, sachant que c'est disponible. Soit on vous propose, nous, des embouts plus larges qui ont différents types de résistivité, soit vous pouvez vous intégrer des embouts en plus, comme des gants. On a eu le cas pour un client qui avait développé un stylet très très particulier avec une matière très particulière, une taille très particulière. En fait, on a récupéré son stylet, on l'a usiné, on l'a mis en lieu et place de notre palpeur avec la compliance, de manière à avoir quand même la partie élastique ou ressort de calcul de pression. Et on a utilisé directement son stylet. Donc on était vraiment dans des conditions de terrain. Là, on ne pouvait pas faire mieux que ces conditions pour le test de cet équipement. Marc, est-ce que tu veux compléter un petit peu tout ça? Non, on va aller au slide de
Allez. Bah, de rien, de rien. Merci de votre écoute. Merci à tout le monde d'écouter, c'est plutôt ça. Donc Adrien va repartager le slide. L'écran. Voilà, c'est- Super. Merci à tous pour votre présence. C'était le premier webinaire de la taverne. Désolé pour les légers problèmes techniques. De toute façon, comme tout premier, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a d'autres webinaires qui vont être prévus. Alors les dates, pour le moment, ne sont pas encore fixées. Mais on pense parler du crowd testing en juin, de l'automatisation sans script en septembre et faire une session de test exploratoire collaboratif en octobre 2021. Voilà. Donc si vous avez des idées, des propositions de webinaires, n'hésitez pas à nous contacter directement. Dernière question. On la Ouais, prend. il y a une question qui vient d'arriver. Ouais. Je la réponds? Oui, Alors le pardon, châssis vas-y. du robot est-il standard? Oui, c'est un robot standard, iTask Motion, il n'a qu'une taille dans sa version actuelle comme vous avez pu la voir. Et on a aussi une deuxième version qui s'appelle la version OEM qui lui n'a pas de taille standard on va dire. Et c'est plus orienté pour le milieu de la production, mais aussi pour on va dire du non standard, c'est-à-dire si vous voulez tester un écran de télé qui fait 1,50 m par 3 m, eh ben, vous pourriez avoir un 3 axes qui fait 1,50 m par 3 m. Alors, je rebondis juste Vas-y, vas-y. sur l'aspect OM et l'aspect production. C'est vrai qu'on a parlé de tests boîte noire, de tests fonctionnels. On a une demande aujourd'hui de plus en plus forte autour des repair centers. C'est-à-dire que c'est une machine qui peut être utilisée pour tester des produits à la fin d'un mode de réparation. Donc on a déployé ce genre de choses. Donc les gens réparent leurs produits. Et on va pouvoir passer des tests en automatique sur le robot dans ce qu'on appelle des repair centers. Et il y a une demande très forte aujourd'hui autour de ce type de solution. Bah, écoutez, merci à tous. Du coup, Marc, voilà, vous aviez fait la conclusion. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot. En tous les cas, merci de votre écoute à tous. Oui, et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Vous pouvez directement nous écrire depuis le site internet pendantechnologie.com ou depuis itaskmotion.com où les deux sont reliés à nos boîtes de contact. D'ici là, vous pouvez aussi poser vos questions à la taverne du testeur qui nous fera le lien si besoin. Et puis on vous souhaite un bon appétit, bonne